Ma femme est devenue une avocate de haut vol et a gagné sa première grande affaire. Puis elle a demandé le divorce comme si ce n'était qu'une autre affaire. J'ai tout signé sans un mot et j'ai complètement disparu de sa vie. Elle a dit en plaisantant à son cabinet qu'elle s'était enfin débarrassée du haut poids mort. 5 ans plus tard, elle a utilisé les dossiers du tribunal pour me retrouver, et a vu les centaines d'appels en absence qu'elle avait laissés. Diane a gagné sa première grande affaire un mardi de mars. Et le vendredi, elle m'avait tendu les papiers du divorce à travers la table d'un restaurant qu'elle avait choisi parce que l'éclairage était bon et que le niveau sonore rendait une scène improbable. Je veux vous raconter comment ce dîner s'est déroulé. Mais pour comprendre quoi que ce soit, vous devez comprendre à quoi ressemblaient réellement les 8 années qui ont précédé ce dîner. Pas la façon dont elle les a décrites à ses collègues par la suite, mais la façon dont elles étaient vraiment. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans et elle en avait 21. Je travaillais depuis 2 ans comme estimateur en structure pour un entrepreneur général de taille moyenne à Richmond, en Virginie. Elle terminait une certification d'assistante juridique et parlait déjà de la faculté de droit comme certaines personnes parlent d'un pays qu'elles ont toujours eu l'intention de visiter. Comme si c'était une évidence, juste une question de planification. J'aimais ça chez elle. Elle savait ce qu'elle voulait. Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans. Une petite cérémonie dans le quartier du Fan, peut-être 60 personnes. Elle a trouvé sa robe dans un dépôt-vente de West Kerry Street et l'a retouchée elle-même. Je portais un costume emprunté à mon frère Jean, car en acheter un semblait un gaspillage alors que chaque dollar disponible allait à la caution de l'appartement. Puis la faculté de droit a commencé. Elle a été acceptée dans un programme de juriste doctor de 3 ans à Richmond. Nous n'avons pas eu à déménager, ce qui signifiait que mon travail restait intact, ce qui signifiait que j'étais la source de revenus. C'était l'arrangement. Non pas négocié, juste compris de la manière dont beaucoup de choses dans un mariage se comprennent sans que personne ne les dise. Elle étudierait. Je travaillerais. Quand elle serait établie, les choses s'équilibreraient. 8 ans de journée double sur des chantiers commerciaux pendant qu'elle faisait le point avec les associés à 22 heures. 8 ans à dîner seule parce que son programme d'études ne faisait pas de pause pour des repas qui n'étaient pas pris au-dessus d'un recueil de jurisprudence. 8 ans à annuler des voyages aux gorges de la New River parce que la préparation au barreau ne reconnaissait pas les week-ends. 8 ans à absorber son anxiété à propos des procès fictifs, des dépositions, des quotas de facturation, des associés difficiles, à absorber tout cela sans qu'on me demande jamais comment j'allais. 8 ans à remplir des déclarations de revenus conjointes structurées autour des déductions liées à sa carrière. J'avais appris le système. Cela lui faisait économiser plusieurs milliers par an. Elle ne le savait pas. Elle supposait que les chiffres étaient ce qu'ils étaient. Rien de tout cela ne ressemblait à un sacrifice pendant que j'y étais. Quand on croit au plan et qu'on croit en la personne pour qui le plan est fait, cela ressemble juste à un mardi. Je croyais que le bâtiment finirait par tenir debout et que nous y marcherions tous les deux ensemble. La semaine avant le dîner, quelque chose a changé en elle. Un ton, une texture, une façon de terminer les appels téléphoniques qui étaient légèrement différentes. Je travaille dans une industrie où remarquer la chose qui est légèrement anormale avant qu'elle ne devienne structurelle est la différence entre un projet qui se termine à temps et un qui ne le fait pas. Je l'ai remarqué. J'ai appelé Pet Allard, mon superviseur au cabinet où j'avais travaillé 6 de ces 8 années, et je lui ai demandé nonchalamment d'examiner la structure de nos actifs ménagers au cas où quelque chose surviendrait. Pet avait vécu un divorce. Il a compris ce que je ne disais pas tout à fait. Il m'a rappelé le lendemain après-midi avec quelques notes. Je les ai classées et j'ai espéré avoir tort. Je n'avais pas tort. Elle m'a envoyé un texto le jeudi. Je veux célébrer comme il se doit. Briné passe vendredi soir. Juste nous. J'ai acheté une nouvelle chemise boutonnée. Vert foncé. J'ai pensé à ce que nous pourrions commander. J'ai pensé à savoir si c'était le moment où elle allait enfin souffler. Elle était déjà à table quand je suis arrivé. De l'eau, pas de vin. J'aurais dû interpréter cela. Je me suis assis en face d'elle. Elle portait le blazer sombre qu'elle mettait pour les réunions importantes. J'ai remarqué 2 personnes en tenue de cabinet à une table d'angle près du mur qui ont hoché la tête à Diane quand elle est entrée. Elle leur avait adressé un petit sourire contrôlé. Elle n'a pas pris son menu. Il y avait une enveloppe manille à côté de sa serviette. Je l'ai regardée. Elle m'a vu la regarder. Elle ne l'a pas bougé.
Elle a dit, il faut que tu lises ça ce soir. Je l'ai prise. Requête en dissolution de mariage. Mon nom. Son nom. Un numéro de dossier. Sa ligne de signature déjà signée. Un cachet de notaire datant de 3 jours. Je l'ai remise dans l'enveloppe. Je l'ai posée à côté de mon verre d'eau. J'ai dit, depuis combien de temps tu as préparé ça? Quelques semaines, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé pourquoi. Elle a interprété cela comme un choc. Ce n'en était pas un. C'était le genre de reconnaissance spécifique qui se produit lorsque vous soupçonnez qu'un mur porteur est compromis et que l'inspection le confirme. Vous n'êtes pas surpris. Vous êtes prêt à faire face à ce qui est réel. Elle avait préparé ce qu'elle allait dire. Organisée, séquentielle, la façon dont elle commençait ses plaidoiries. Elle a dit que notre mariage avait rempli sa fonction pendant une période formatrice. Elle a dit qu'elle avait besoin d'entrer dans ce nouveau chapitre sans entrave structurelle. Elle a dit qu'elle appréciait ce que nous avions construit, mais que l'architecture de sa vie devait changer maintenant que sa carrière avait atteint une certaine stabilité. Puis elle a dit la phrase que j'allais porter avec moi pendant les 2 années suivantes. Tu étais la structure de soutien, Karl. L'échafaudage est démonté une fois que le bâtiment est debout. Je l'ai regardé un moment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit, compris. Elle ne s'y attendait pas. Je pouvais voir le petit recalibrage derrière ses yeux. Elle s'attendait à une dispute, quelque chose qu'elle pourrait réfuter, quelque chose de juridique avec quoi travailler. Elle ne l'a pas eu. J'ai attiré l'attention du serveur et lui ai demandé s'il avait un stylo. Il a sorti un stylo à billes de la poche de sa chemise. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai signé chaque page qui nécessitait ma signature. Pet m'avait expliqué la structure 3 jours plus tôt, donc je savais ce qu'il y avait dedans en quelques minutes. J'ai gardé le stylo et le lui ai rendu. J'ai glissé l'enveloppe sur la table. Félicitations pour l'affaire. Tu l'as bien mérité. Je me suis levé, j'ai mis assez d'argent sur la table pour l'eau et le pain non touché, et j'ai boutonné ma veste. Je suis sorti de Briné Pass dans une froide nuit de mars. Derrière moi, à la table d'angle, l'une des 2 personnes en tenue de cabinet m'a regardé partir. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je l'ai découvert plus tard. 3 jours plus tard, j'étais à Nashville. Les gens me demandent si j'avais planifié le déménagement. La réponse honnête est que j'avais gardé mes options ouvertes sans construire de stratégie de sortie. Ce sont des choses différentes. J'ai passé 3 jours à Richmond à effectuer une passation de projet. Pas de drame, une chose à la fois. Le premier jour, j'ai appelé le propriétaire et je l'ai informé que je résiliais formellement le bail. L'appartement avait toujours été à mon nom uniquement. Quand nous avions signé 6 ans plus tôt. Le statut de son prêt étudiant faisait d'elle une candidate faible et ma récente prime de projet faisait de moi un candidat solide. Il en a pris note. Il devrait informer le locataire restant de la nécessité de refaire une demande. C'était sa procédure. J'ai appelé la compagnie d'électricité, la compagnie de gaz, le fournisseur d'accès à Internet. Les 3 comptes étaient à mon nom. J'ai transféré mon service à une nouvelle adresse à Nashville et j'ai demandé l'annulation à Richmond. J'ai appelé ma compagnie d'assurance automobile et j'ai mis à jour mon adresse. La Volvo était au nom de Diane, mais elle avait été couverte comme véhicule additionnel sous une police que je gérais et payais depuis mon compte personnel, pas le compte joint. Quand je me suis retiré de cet arrangement, sa situation de couverture est devenue son problème à régler dans les 31 jours. Je suis allé à la banque, j'ai fermé le compte chèque joint, j'ai déplacé ma moitié sur un compte dans une coopérative de crédit que j'avais déjà ouvert au Tennessee, j'ai laissé sa moitié sous forme de chèque de banque sur le comptoir de la cuisine avec la clé de l'appartement. Pas de mots. Un mot aurait été une performance. Le 2e jour était consacré à la logistique. J'ai chargé mon camion avec tout ce qui était à moi dans un sens significatif. Des vêtements. Mes outils, qui vivaient dans une armoire en acier qu'elle avait toujours appelée ta pièce, avec un ton qui suggérait que c'était une concession. Les outils de moto de mon grand-père. De vieilles clés usées et lisses à la poignée. Une lampe stroboscopique qu'il avait utilisée pendant des années. Une boîte à outils en métal qui sentait encore faiblement l'huile et l'essence. Elle a voyagé à l'arrière du camion, enveloppée dans des couvertures de déménagement.
Il avait passé ses week-ends à redonner vie à de vieilles motos et une partie de cela était restée en moi. Mon matériel de pêche à la mouche était resté intact dans le placard de l'entrée pendant 3 ans. Mon équipement de cyclisme n'était jamais sorti des sacs de sport depuis le dernier déménagement. Toujours mis de côté pour quelque chose qui semblait plus immédiat. Je lui ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble. Le 3e jour, j'ai conduit vers le sud. J'ai choisi Nashville parce qu'un ancien superviseur de chantier nommé Gary Hendricks disait depuis 2 ans que le marché de la construction commerciale y était actif et en croissance. Je l'ai aussi choisi parce que je n'y avais pas d'histoire et que personne qui connaissait Diane ne penserait à y chercher. J'ai appelé Gary depuis une aire de repos près de Knoxville et je lui ai dit que je déménageais. Il a dit que son offre de me présenter à son employeur actuel était toujours valable. J'ai dit que je serais là le soir même. Pendant ce temps, à Richmond, Diane découvrait des choses. L'électricité a été coupée en premier. Elle est rentrée à la maison 2 semaines après mon départ et rien ne fonctionnait. Elle a supposé qu'un disjoncteur avait sauté. Puis elle a vérifié l'application du fournisseur et n'a trouvé aucun compte à son nom. 3 jours sans électricité, géré par téléphone, lampe de poche et repas au bureau. Puis le propriétaire a appelé. Elle a dû refaire une demande pour l'appartement en tant que locataire unique. Son historique de crédit en tant qu'individu était mince. Nous avions toujours eu des comptes joints et les achats importants avaient été effectués via des arrangements où mes revenus portaient le poids. Le propriétaire a exigé une caution plus importante que celle que nous avions payée à l'origine. L'assurance de la Volvo a expiré un mercredi matin, 31 jours après que j'ai mis à jour ma police. Elle l'a découvert lors d'un contrôle routier sur la Powhatan Parkway. Elle n'a pas été verbalisée, mais elle a dû appeler son assureur depuis le bord de la route et rétablir la couverture en tant que titulaire d'une police individuelle à un taux supérieur de 38% à ce qu'elle payait. Elle a plus tard raconté à une connaissance commune que c'était l'appel téléphonique le plus humiliant qu'elle ait passé depuis qu'elle avait raté sa première plaidoirie orale. Sa première déclaration de revenus en solo est revenue avec un impôt à payer de 4 100 €. Elle ne s'y attendait pas. La structure de déclaration que j'avais gérée avait, au fil des ans, éliminé ce chiffre presque entièrement. Le préparateur a expliqué la différence. Elle n'a pas entièrement suivi l'explication. Elle a payé. Et il y a eu la situation de l'entrepreneur. Son cabinet avait prévu une rénovation mineure de l'aile des collaborateurs. Je lui avais présenté 2 ans plus tôt un entrepreneur en aménagement intérieur commercial nommé Bob Kellner, un homme qui avait fait à son cabinet un devis compétitif parce qu'il appréciait la relation d'affaires qui venait de moi. Quand Diane a contacté Bob en avril pour finaliser le calendrier, son assistant lui a dit qu'il était complet jusqu'à l'été. Sans le contexte de la recommandation, son cabinet n'était qu'une demande parmi d'autres dans sa file d'attente. Ils ont fini par prendre un autre entrepreneur qui a dépassé le budget de 17% et a eu 3 semaines de retard. Cela a été noté lors d'une réunion des associés. J'ai commencé chez Caldwell & Dorn Construction 8 jours après mon arrivée à Nashville. Walter Oki dirigeait le département des estimations avec la compétence tranquille que j'ai immédiatement reconnue comme la vraie. Pas de performance, juste des normes et l'attente que vous les respectiez. Il m'a confié 3 projets d'appel d'offres actifs ma première semaine. J'ai été précis à 1,3% près sur la première soumission. Walter l'a remarqué. Au bout de 3 mois, je gérais mon propre flux de projets. J'ai trouvé une petite maison de location à East Nashville avec un garage indépendant à l'arrière. Rien de spécial, mais il y avait de l'espace pour travailler et des voisins assez éloignés pour ne pas se soucier du bruit. La première chose que j'ai installée fut la boîte à outils de mon grand-père. Le samedi après-midi, j'avais aménagé le garage, les outils disposés, un établi contre le mur, et un vieux cadre de moto sur un support. C'était comme reprendre possession de quelque chose qui était à nouveau à moi. La première moto sur laquelle j'ai travaillé à Nashville est sortie mal. Le ralenti était irrégulier. La réponse de l'accélérateur était lente. J'avais été éloigné de cela assez longtemps pour que mes mains aient perdu leur sensibilité pour les réglages. Je l'ai quand même terminé, je l'ai sortie pour un court trajet, et je n'arrêtais pas de remarquer chaque défaut. Elle est restée dans le garage pendant une semaine pendant que je la regardais, pensant à ce que j'avais pu manquer. Puis j'en ai pris une autre. Cette fois, le moteur s'est stabilisé à un ralenti propre et régulier. L'accélérateur répondait exactement quand il le fallait. Tout semblait juste. J'ai rendu les clés à un gars nommé Rudy Ford.
Je l'avais rencontré grâce à un groupe de motards du samedi matin qui allait jusqu'au lac Radner, un groupe que Gary Hendricks m'avait indiqué lors de mon premier mois. Rudy était un géomètre civil qui parlait des reliefs comme je parlais des murs porteurs, avec l'attention spécifique de quelqu'un qui comprenait ce qui maintenait les choses en place. Nous sommes devenus amis comme le font les hommes quand ils ont roulé assez longtemps dans le même silence matinal pour savoir de quoi l'autre est réellement fait. Je parcourais plus de 3000 miles par an au lac Radner à la fin de mes 12 premiers mois. J'avais recommencé à pêcher à la mouche sur la Coney Fork les dimanches matins, conduisant 40 minutes vers l'est où l'eau était froide et le courant exigeait assez d'attention pour vider tout ce qui n'appartenait pas au moment présent. J'ai dormi sans radio-réveil pendant 8 ans. Le premier son de chaque matin avait été l'alarme de Diane à 5.45. J'avais adapté mon sommeil au sien sans m'en rendre compte. À Nashville, mon corps a trouvé son propre rythme en un mois. Je me réveillais à 6.15 la plupart des jours sans aucune aide. Je faisais du café. Je m'asseyais à une table que j'avais restaurée, trouvée dans une vente de succession sur Gallatin Avenue, et je lisais les nouvelles dans une cuisine qui ne contenait rien que je n'y avais pas mis moi-même. Environ 8 mois après avoir quitté Richmond, j'ai reçu un appel de Carol Spath. Elle avait retrouvé le numéro par l'intermédiaire de Gary, ce qui m'a dit qu'elle avait été délibérée à ce sujet. Carol avait été dans la promotion de Diane à la faculté de droit, pas une amie proche, plutôt une connaissance de groupe d'études qui avait toujours eu assez d'intelligence sociale pour connaître la différence entre la valeur professionnelle de Diane et sa valeur personnelle. Au fil des ans, Carol était venue à une poignée d'événements dans notre appartement. Je l'avais toujours appréciée. Elle avait un esprit vif, et elle ne parlait jamais d'affaires à table. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle devait me raconter tout ça. Je lui ai dit de me le dire. 6 semaines après la finalisation du divorce, Diane avait été à un pot de fin de journée au cabinet. C'était une petite célébration. Son parcours vers un partenariat junior avait été officiellement annoncé, soutenu par un associé principal nommé Warren Aldrich, qui avait été son défenseur interne pendant 3 ans. À un moment donné de la soirée, de la manière particulière dont les gens disent des choses qu'ils ont l'intention de faire entendre, Diane avait fait un commentaire sur le récent divorce. Elle l'a décrit comme enfin se débarrasser du poids mort. 2 personnes ont ri, 2 non. L'une des 2 qui n'ont pas ri était la personne à la table d'angle à Briné-Passe. L'une des 2 en tenue de cabinet qui m'avait regardé signer ses papiers sans dispute et sortir. Cette personne avait noté ce que mon sang-froid signifiait et n'avait pas trouvé la blague drôle. Cette personne l'a dit à Carol. J'ai tout écouté. Quand elle a fini, j'ai dit « Merci, Carol ». Elle m'a aussi parlé d'Aldrich. Il avait annoncé sa retraite à la fin de l'exercice fiscal. Le parcours de partenariat sur lequel Diane avait été placée dépendait fortement de son soutien. Sans lui, elle devait reconstruire cette crédibilité avec un nouvel associé principal qui avait déjà une liste complète de collaborateurs en compétition pour son attention. Le calendrier qu'elle avait prévu n'était plus le calendrier qu'elle vivait. Après l'appel, je suis allé au garage et j'ai commencé à travailler sur une moto qui n'en avait pas vraiment besoin. J'ai ajusté la chaîne, vérifié les boulons, essuyé des pièces déjà propres. Puis j'ai simplement continué. Mouvement lent, méthodique, le cliquetis silencieux des outils, l'odeur d'huile dans l'air. Parfois, il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit. Parfois, on a juste besoin d'occuper ses mains jusqu'à ce que tout ce qui est en dessous se calme. Le poids mort. Je l'ai mis de côté comme on met de côté un travail dont on n'est pas satisfait. Non pas pour y ressasser, mais pour se souvenir de ce qu'il ne faut pas répéter. Jean, mon frère, a fait obstruction à Diane chaque fois qu'elle a essayé de le contacter et a eu le bon sens de me le dire quand elle le faisait. 3 tentatives le premier mois. Sa réponse à chaque fois était une variation de la même phrase. Il n'avait pas été en contact avec moi et n'allait pas être un intermédiaire. Elle a arrêté d'appeler Jean au 3e mois et s'est tournée vers Pete Allard de mon ancien cabinet. Pete a écouté 30 secondes de son explication, a dit qu'il n'avait pas été en contact avec moi et ne partagerait pas d'informations sur d'anciens employés, et lui a souhaité une bonne après-midi. Il m'a appelé ce soir-là. Il a dit, ton ex-femme te cherche. Je sais. Tu as besoin de quelque chose de ma part? Juste ce que tu as fait. C'était la fin. Pete était un homme de peu de mots superflus. Il avait mon nouveau numéro depuis la semaine de mon déménagement. L'une des 3 personnes à Richmond à qui je l'avais confié.
Un contact dans un réseau professionnel de Richmond a dit à Gary que quelqu'un avait publié dans un groupe de construction commerciale demandant des références pour des estimateurs en structure avec qui elle avait travaillé, y compris mon nom. Le message était formulé avec soin, professionnel, plausible, niable. Il a reçu 2 réponses de personnes qui disaient connaître le nom mais n'avaient pas de contact actuel. Le message a disparu après une semaine. Au 5e mois, elle avait apparemment engagé un détective spécialisé dans la recherche de personnes. Il a contacté Gary directement, s'identifiant comme un service de recherche privé effectuant une vérification d'emploi. Gary a dit qu'il ne vérifiait pas l'emploi pour des tiers sans une demande légale formelle et a mis fin à l'appel. Puis il m'a appelé. Le détective n'a obtenu qu'un code postal de Nashville. Pas une adresse, pas un employeur. Cela a tenu pendant environ 1 an. Puis elle est devenue professionnelle. J'ai rencontré Holly Reinhardt un jeudi soir de fin octobre, 14 mois après avoir déménagé à Nashville. Rudy avait suggéré que nous nous arrêtions chez Mastacos Por Favor sur MC Ferrin Avenue après une longue balade. Le genre de soirée où la lumière était devenue ambrée sur les quartiers à l'est de la rivière, et aucun de nous n'était prêt à rentrer à la maison. Nous nous sommes assis près de l'entrée et Rudy a aperçu une femme qu'il connaissait qui terminait ce qui ressemblait à une réunion de travail à la table voisine. Il lui a fait un signe de la main. L'autre personne est partie. Il lui a fait signe de venir. Holly Reinhardt était architecte paysagiste. Elle dirigeait un petit cabinet depuis une maison convertie sur Fatherland Street pour 4 personnes, elle y compris. Elle était à Nashville depuis 6 ans, originaire de l'Ohio, avait fait un passage dans un grand cabinet à Cincinnati avant de décider qu'elle préférait diriger quelque chose de spécifique plutôt que de gérer le général de quelqu'un d'autre. Rudy nous a présentés. Elle s'est assise et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je calculais ce que les bâtiments coûtaient avant qu'ils n'existent. Elle a dit que cela ressemblait à se disputer avec le futur. J'ai dit, en général, le futur l'emportait, mais je le forçais à céder du terrain. Elle a ri. Un vrai rire, pas un rire social. Le serveur est venu. Elle a commandé une boisson. Quand l'addition pour cette tournée est arrivée, elle l'a regardé, a identifié sa part, et a posé de l'argent sans jeter un regard dans ma direction. Pas de discussion, pas de performance. Elle avait payé sa propre boisson comme un fait banal de sa vie. J'ai remarqué et n'ai pas commenté. Certaines choses, on les classe simplement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de la ville, de son projet de voie verte à Shelby Bottom, du défi de concevoir quelque chose de naturel qui n'est pas l'air artificiel, ce qui, selon elle, représentait 90% de l'architecture paysagère. Depuis combien de temps j'étais à Nashville. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une autre ville. Elle a hoché la tête et n'a pas demandé pourquoi, ce qui m'a dit qu'elle comprenait le genre de besoin que je voulais dire. Rudy est parti à un moment donné, citant un engagement antérieur. J'ai suspecté plus tard qu'il en avait inventé un. Nous avons échangé nos numéros par son intermédiaire. Elle m'a envoyé un texto 4 jours plus tard pour me demander si je voulais voir le site de Shelby Bottom. Nous l'avons parcouru un samedi matin pendant qu'elle expliquait ce qu'elle concevait et où ce qu'elle voulait et ce que le terrain lui disait qu'il avait besoin n'était pas encore la même chose. Elle portait un carnet et s'est arrêtée 4 fois pour dessiner. J'ai posé des questions. Elle y a répondu. Nous avons pris un café sur Woodland Street après. Elle a payé le sien. J'ai payé le mien. À la fin de l'année, nous passions la plupart des week-ends ensemble et quelques soirs de semaine. Et aucun de nous n'avait mis de nom formel sur ce que c'était. Cela signifiait ce que cela signifiait. C'était bien et c'était réel. J'étais à mon bureau chez Caldwell & Dorn un lundi matin de février, 18 mois après avoir quitté Richmond, quand Walter a frappé à l'encadrement de ma porte. Il m'a dit qu'une femme avait appelé la ligne principale ce matin-là, prétendant être mon ancien conseiller juridique avec des documents nécessitant mon examen. Il avait pris un message. Il m'a tendu une carte de visite, son nom, son cabinet, sa ligne directe. J'ai dit, ce n'est pas mon ancien conseiller juridique. C'est mon ex-femme. Walter a dit, je pensais que ça pourrait être quelque chose comme ça. Je ne veux pas qu'elle ait d'informations sur mon emploi du temps où mes allées et venues. Si elle contacte à nouveau le bureau, redirigez-la vers notre service juridique et notez-le par écrit. Déjà fait, a-t-il dit. Il a repris la carte. Pas d'autres questions. C'était Walter.
Mon téléphone portable a sonné 11 fois ce jour-là, de numéros que je ne reconnaissais pas. Le détective, il s'est avéré, avait fait plus que trouver un code postal. Les numéros de téléphone circulent par les mêmes courtiers en données que les adresses, et elle avait apparemment payé pour le lot complet. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale et je les ai comptés. Non pas par obsession, parce que des données précises sont utiles. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Rudy. Mon ex est peut-être à Nashville. Si elle t'approche, tu ne connais pas mon adresse. Il a répondu par texto. Compris. Ça va? J'ai texté, oui. Elle a essayé le bureau de Caldwell & Dorn 2 autres fois au cours des 2 semaines suivantes, chaque fois avec une formulation légèrement différente, vérification de références professionnelles, documents juridiques urgents. L'équipe de Walter a traité les 2 appels de la même manière, noté, redirigé, consigné. Puis elle a trouvé Rudy. Il m'a appelé un mardi après-midi. Elle l'avait approché dans un café près de Shelby Park, lui avait montré une photo de moi sur son téléphone, et avait dit qu'elle essayait de renouer avec son ancien mari. Rudy lui a dit qu'il connaissait beaucoup de gars qui roulaient le samedi matin et qu'aucun de leurs noms ne correspondait. Il a dit qu'elle semblait avoir répété ce qu'elle allait dire depuis longtemps. Probablement. J'ai dit qu'elle avait trouvé mon employeur grâce à la base de données publique des licences d'entrepreneurs du Tennessee. Ma licence professionnelle avait été transférée au Tennessee lorsque j'ai déménagé, un dossier public listant Caldwell & Dorn comme mon lieu d'activité enregistré. Elle l'a confirmé grâce à un dépôt de privilèges sur un projet commercial que nous avions terminé le printemps précédent, où mon nom apparaissait comme estimateur principal attitré. Les 2 dossiers étaient publics. Elle était avocate. Trouver des fils et les tirer était son travail. Le premier samedi d'octobre, j'étais allé au lac Radnor avec la moto dans la benne du camion comme je le faisais toujours et j'étais sur le sentier arrière quand je suis descendu vers le début du sentier d'Otter Creek Road. La lumière à cette époque de l'année arrive bas à travers les arbres, rendant tout ambré et distinct. J'avais fait la boucle principale et j'arrivais quand j'ai vu une voiture de location sur le parking qui n'était pas là quand j'avais commencé. Je l'ai reconnue avant qu'elle ne me voie. Manteau de laine gris anthracite, celui qu'elle avait acheté pour les réunions de clients en extérieur il y a 5 ans. Elle se tenait près de la voiture, étudiant la carte du sentier. Je n'ai pas changé de trajectoire. Je suis passé en moto, j'ai pris le sentier éloigné sur un autre mile, puis je suis revenu, j'ai rangé la moto et j'ai marché vers sa voiture. Elle m'a vu arriver à environ 20 pieds. Elle s'est redressée. Elle a dit, je n'étais pas sûr que tu t'arrêterais. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je dit. Elle avait l'air différente, de ces petites manières qui s'accumulent. Plus mince. La tension autour de ses yeux qui vient de courir trop vite pendant trop longtemps. Elle s'était coupé les cheveux courts, le genre de coupe qu'on se fait quand on a arrêté de penser à son apparence et qu'on a commencé à penser autant que ça prend. Elle a dit qu'elle avait besoin de 10 minutes. J'ai dit que je lui en donnerais 5. Je ne me suis ni assis ni appuyé contre quoi que ce soit. Je me tenais debout, mon poids équilibré, comme je me tiens sur un chantier, présent, pas agité, ne feignant pas la patience. Un jogger est passé de l'autre côté du parking et n'a pas regardé. Elle a commencé par les excuses. Elles étaient bonnes au sens technique, organisées, spécifiques, pas génériques. Elle a nommé des moments particuliers. Elle a nommé la situation du bail de l'appartement et la facture d'impôt. Elle a dit qu'elle avait passé 2 ans à comprendre l'écart entre ce qu'elle avait supposé et ce qui avait été réellement vrai. Elle a dit qu'elle était désolée pour les mots qu'elle avait utilisés au cabinet, qu'elle avait entendu dire m'était parvenu. Quand elle a fini, j'ai dit, je t'ai entendu. Elle a attendu. Je n'ai rien ajouté. C'est tout? Que veux-tu d'autre? Elle a dit qu'elle voulait savoir s'il y avait un moyen de revenir en arrière. J'ai dit, revenir à quoi? Elle a dit, à ce que nous avions. À quelque chose. J'ai laissé l'espace d'une respiration complète avant de répondre. J'ai dit, ce que nous avions, c'était toi avançant à l'intérieur d'une structure que je maintenais. Je ne veux pas reconstruire ça. Je construis quelque chose pour moi depuis 2 ans et il n'y a pas de place de libre. Je sais que je t'ai appelé échafaudage. Je sais que c'était mal. Vous ne vous êtes pas trompé sur ce que j'étais. Vous vous êtes trompé sur ce que cela valait. Un échafaudage maintient 30 étages d'acier en place pendant que le bâtiment monte. Vous avez ordonné son démontage et vous êtes parti sans regarder en arrière pour voir s'il tomberait.
Est-ce qu'il est tombé? Non. Je l'ai emporté avec moi. Elle a posé des questions sur ma vie. Je lui ai parlé de Nashville, du travail, du garage, des motos, des balades quand je peux sortir de la ville. Elle a écouté comme elle en était toujours capable. Quand elle décidait que quelque chose valait son attention, elle demandait si je voyais quelqu'un. J'ai dit oui. Elle a encaissé. Elle n'a pas insisté. J'ai regardé l'heure. Les 5 minutes sont écoulées, Karl. J'ai dit, je sais. J'ai chargé ma moto dans le camion et j'ai quitté le parking. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Elle n'avait pas fini. Je le savais. 2 semaines plus tard, je suis rentré du bureau un mardi soir et sa voiture de location était garée de l'autre côté de la rue. Mon voisin Franck, un instituteur à la retraite qui surveille le quartier avec l'attention discrète de quelqu'un qui n'a nulle part où aller et toute la journée pour remarquer les choses, est sorti sur son Porsche quand il a vu mon camion arriver et m'a lancé un regard qui disait « quelque chose se passe ». Je me suis garé dans mon allée et je n'ai pas marché vers elle. Je suis allé à ma porte d'entrée, je l'ai déverrouillée et je me suis retourné. « Tu peux entrer pour 15 minutes, ai-je dit. Pas de chaleur. Une information sur ce que les 15 prochaines minutes allaient être. Elle a traversé la rue et est entrée. Elle a vu la maison comme les gens voient un espace qu'ils lisent. La maison était organisée sans ostentation. Tout ce qui s'y trouvait était là parce que je l'y avais mis. Elle s'est assise en face de moi à la table que j'avais construite. Elle a présenté son véritable argument. Elle a dit qu'elle avait changé. Que 2 ans de difficultés spécifiques avaient clarifié les choses. Qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait rejeté et pourquoi cela avait compté, et qu'elle croyait pouvoir offrir quelque chose de différent. Je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Elle a dit qu'elle avait moins peur. Elle a dit que la peur avait motivé la décision à Briney Pass. Peur de la dépendance, peur d'avoir besoin de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avait construit toute sa carrière vers l'autosuffisance et le mariage avait semblé, dans les derniers mois, un argument contre cela. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait confondu le sentiment de suffisance avec sa réalité. J'ai dit, j'ai passé 8 ans à essayer de combler cet écart. Tu as décidé que cet arrangement avait une date d'expiration. Elle a dit que les gens pouvaient changer ce qu'ils avaient décidé. Ils le peuvent, mais tu n'as pas le droit de changer une décision à mon sujet sans me le demander. Tu as pris la décision. J'y ai répondu. Je ne suis pas disponible pour la réexaminer. Elle a commencé à dire quelque chose et j'ai entendu la forme de sa phrase avant qu'elle ne la termine. Je sais que je t'ai fait sentir comme si tu n'étais que le poids mort. J'ai dit ça. Elle est devenue immobile. Pas une immobilité feinte. L'immobilité réelle de quelqu'un qui découvre qu'une information a voyagé plus loin qu'il ne le pensait. Elle ne savait pas que je le savais. Elle pensait que cette phrase était restée entre les murs de ce pot à Choco Bottom. Elle n'a pas essayé de l'expliquer. Elle a dit, j'ai honte de ça. J'ai dit, je sais que tu as honte. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. C'était la chose la plus vraie que tu aies dite sur la façon dont tu me voyais. Elle a regardé la table. Ma table. Quoi qu'elle pense, elle l'a gardée pour elle. Elle a demandé s'il y avait une version de cette histoire où les choses pourraient redevenir quelque chose. Je me suis levé. Tu as demandé que l'échafaudage soit démonté. Il a été démonté. J'ai trouvé le sol. Le sol est bon. J'ai ouvert la porte d'entrée. Elle a marché jusqu'à elle, s'est arrêtée juste sur le seuil et a dit, « Me pardonneras-tu un jour ?» Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est de savoir si je te comprends, et je te comprends. Tu as pris une décision rationnelle avec un modèle incomplet. Tu ne savais pas ce que le modèle contenait jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est une façon difficile d'apprendre ce qu'est un mur porteur. Je ne t'en veux pas, mais je ne peux pas le reconstruire. Elle est partie. J'ai fermé la porte et je suis resté dans l'entrée un moment, laissant la maison se réinstaller en elle-même. L'odeur de sueur de bois de la pièce au fond du couloir, la lumière du soir par la fenêtre de la cuisine, la table. Puis je suis allé commencer à préparer le dîner parce que Holly venait à 7 heures et j'avais dit que je cuisinerais. J'ai tout raconté à Holly 2 jours plus tard. Nous étions sur mon canapé après le dîner, tous les deux avec des livres, et j'ai posé le mien et j'ai dit qu'il y avait quelque chose que je devais lui dire. Je lui ai tout raconté.
le mariage, les 8 ans, Briné passe, le déménagement, les tentatives de contact, les conversations au lac et à ma table, le poids mort. Quand j'ai eu fini, elle a posé 3 questions. Est-ce que c'est réglé? J'ai dit, en grande partie. Mon avocat envoie une lettre officielle cette semaine. As-tu besoin de quelque chose de ma part? Non. L'aimes-tu encore? J'ai réfléchi à ça pendant un bon moment. Pas parce que j'étais incertain, parce que la question méritait une réponse honnête, et les réponses honnêtes ont parfois besoin d'un moment pour s'assurer qu'on ne confond pas les choses. J'ai dit, non. Je comprends qui elle est, mais la personne qui s'est présentée à ma porte a eu besoin de 2 ans de circonstances difficiles pour remarquer ce qu'elle avait fait. C'est une information réelle sur qui elle est. Je ne peux pas l'ignorer. Holly a dit, d'accord. Elle a repris son livre. Cette seule syllabe, offerte sans performance, sur le ton de quelqu'un qui a traité une information et l'a placée là où elle doit être, m'en a dit plus sur Holly Reinhardt que tout ce qu'elle aurait pu dire d'autre. La lettre de mon avocat est partie le jeudi. Elle documentait 47 appels sur plusieurs numéros sur une période de 8 semaines. 2 approches de mon lieu de travail sous un faux prétexte. Une approche de ma résidence, une approche dans un lieu public. Elle demandait que toute communication future, si elle était nécessaire, passe par un avocat. Les appels ont cessé. Nashville a cessé de voir sa voiture de location. J'ai appris par Carole, 4 mois plus tard, que Diane était finalement devenue associée dans son cabinet, pas selon le calendrier qu'elle avait prévu, mais elle y était arrivée. Carole a dit qu'elle semblait, de la manière particulière dont les gens très ambitieux semblent l'être lorsqu'ils ont atteint ce pourquoi ils ont travaillé, satisfaite, et aussi légèrement perplexe quant à la raison pour laquelle la satisfaction n'était pas tout à fait suffisante. J'ai noté l'information et je l'ai laissé aller. Voici à quoi ressemble ma vie maintenant, dit simplement. Je me réveille à 6h15 la plupart des matins sans réveil. Je fais du café dans une cuisine où rien n'est là par accident. Chaque pièce a été soit choisie à dessein, soit conservée pour une raison. Dehors, le garage est l'endroit où la plupart de cette intention a abouti. L'établi s'étend sur toute la longueur d'un mur, marqué et noirci par l'huile et l'usage. La moto que j'ai terminée ce premier hiver à Nashville est toujours près de la porte. J'ai reconstruit le moteur pendant 3 longs samedis de novembre, réapprenant sa sensation, pièce par pièce. Les outils sont disposés comme mon grand-père les gardait. Au moment où j'ai fini la 3e moto, tout a commencé à se mettre en place. Le ralenti stable, le calage juste, le genre de travail qu'on n'a pas à remettre en question une fois qu'on a pris du recul. Je roule au lac Radnor les samedis matins. J'ai parcouru plus de 6000 miles depuis mon déménagement à Nashville. Je pêche à la mouche sur la Coney Fork certains dimanches matins d'automne, où l'eau est froide et le courant exige le genre d'attention qui maintient tout le reste à la distance appropriée. Walter m'a promu estimateur principal il y a 14 mois. La promotion est venue avec un bureau d'angle, une équipe de 4 personnes compétentes, et un salaire supérieur de 31% à ce que je gagnais à Richmond. Elle est aussi venue sans cérémonie, ce que je préfère. Le cabinet d'architecture paysagère de Holly est passé à cette personne. Elle a remporté une importante commande publique le printemps dernier, un projet de voie verte au bord de la rivière dans la ville qui prendra 3 ans à réaliser. Elle travaille dur. Son travail est bon. Je comprends maintenant ce que signifie être avec quelqu'un dont le travail est vraiment bon et qui n'a pas besoin qu'on le lui dise chaque semaine pour continuer à y croire. Nous ne nous gardons pas l'un l'autre sur la prémisse du besoin. Nous nous gardons l'un l'autre sur la prémisse du choix. Elle m'a choisi quand elle avait toutes les autres options. Je l'ai choisi quand j'ai compris ce que choisir exigeait vraiment. Cela s'avère être la seule fondation sur laquelle il vaut la peine de construire. Diane a obtenu ce qu'elle a demandé au moment où elle l'a demandé. Un nouveau chapitre, pas de poids mort, des lignes épurées. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que j'obtiendrais aussi ce que je méritais. Elle a passé 2 ans à chercher l'échafaudage qu'elle avait ordonné de démonter. Au moment où elle l'a trouvé, il était déjà devenu autre chose. Une table, une armoire, une maison à East Nashville où la lumière du matin entre sous le bon angle, et la personne en face de moi au petit déjeuner a payé son propre café la première fois que nous nous sommes rencontrés et ne m'a jamais fait sentir le poids de la comptabilité. On ne qualifie pas quelque chose de jetable pour ensuite venir le chercher quand le calcul change. La chose n'attend pas d'être reclassée. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez vraiment retenir de ceci. Je veux être honnête sur quelque chose.
Diane n'est pas une personne cruelle. Elle est quelque chose de plus reconnaissable que cela. Et c'est ce qui fait que cette histoire frappe si fort. C'est une personne qui a pris une décision complètement logique dans un cadre complètement brisé. Elle a regardé son mariage et y a vu une structure co-avantage. Elle avait des dettes. Elle avait de l'ambition. Elle a fait les calculs comme elle l'aurait fait pour n'importe quelle affaire. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui est redondant? Qu'est-ce que je coupe? Carl est apparu comme redondant. Le problème n'est pas qu'elle était calculatrice. C'est qu'elle a oublié qu'elle calculait à propos d'un être humain qui lui avait donné 8 ans de sa vie sur la base d'un ensemble d'hypothèses complètement différents. Il pensait qu'il formait un partenariat. Elle pensait qu'elle avait une subvention. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et quand elle a réalisé la différence, quand les lumières se sont éteintes, que le propriétaire a appelé et que la facture d'impôt est arrivée, elle n'a pas soudainement compris ce qu'il valait. Elle a compris ce qu'elle avait perdu. Ce ne sont pas non plus les mêmes choses. L'une concerne lui. L'autre la concerne toujours elle. Leçon. Il y a une vraie différence entre le fait que ce que quelqu'un vous a donné vous manque et le fait de valoriser qui il est. Assurez-vous de savoir lequel des deux vous ressentez avant de l'appeler amour. Cette histoire change-t-elle la façon dont vous pensez aux personnes qui maintiennent discrètement les choses en place autour de vous? Nous aimerions avoir votre avis.